À la une de cette édition, l'Afrique honore la France. Le prix Félix Houphouët-Boigny a été remis aujourd'hui à Paris au président français François Hollande. Aujourd'hui 5 juin, c'est également la Journée mondiale de l'environnement, célébration officielle à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Enfin, les regards sont rivés vers la ville de Kidal, au nord du Mali, où des affrontements ont éclaté ce matin. Madame, Monsieur, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le thème cette année est penser, manger et préserver, un triptyque axé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Juliette Ouéa. Population pas du tout ou très peu informée de l'existence de la Journée mondiale de l'environnement que nous rencontrons ce 5 juin dans le district d'Abidjan. Manque de sensibilisation de la part des autorités ou désintérêt total chez les habitants eux-mêmes, la question reste posée. Je ne sais pas grand-chose de la Journée mondiale de l'environnement. C'est qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de sensibilisation au niveau, on ne voit pas les acteurs à l'œuvre. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mon idée, c'est que cette journée, si on devait faire cette journée, ça va consister à sensibiliser ou à parler plus de l'environnement. C'est une journée qui attire l'attention sur les autorités pour pouvoir rendre l'environnement propre et sain. Une indifférence qui toutefois ne perturbe en rien la célébration 2013 de la Journée mondiale de l'environnement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour booster la sensibilisation, des invités œuvrant pour la promotion et la préservation de l'environnement. Miss Monde et Miss Afrique du Sud Environnement 2012. Autour du thème « Penser, manger et préserver », les participants ont exposé sur la lutte contre le gaspillage de la production alimentaire. Il s'agit, à travers ce thème « Penser, manger, préserver », de réduire notre empreinte écologique concernant les pertes alimentaire. Un planting d'arbres à l'espace cabritique et un panel sur les technologies de conservation et de transformation des produits agricoles ont démontré l'importance de l'environnement. Et l'Afrique qui honore la France, le prix Félix Houphouët-Boigny remis officiellement aujourd'hui au président français François Hollande. La cérémonie s'est déroulée à Paris, au siège de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et c'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Franck Kouadiou. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO édition 2013 attribué à François Hollande, chef de l'État français pour sa haute contribution à la paix et à la stabilité en Afrique, selon le secrétariat exécutif du prix. En clair, l'intervention de la France début janvier 2013 au Mali aura marqué les esprits. Pour le parrain du prix, le Sénégalais Abdou Diouf, président de l'Organisation internationale de la francophonie, le lauréat a fait preuve d'un courage politique qui devrait inspirer tous les acteurs de la paix dans le monde. Invité privilégié à cette cérémonie, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, le président malien Dioncounda Traoré, mais aussi Alassane Ouattara, président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tous ont félicité François Hollande pour son engagement. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée lors de la 25e session de la conférence générale de l'UNESCO. Il consiste à encourager les initiatives en faveur d'un monde plus solidaire. François Hollande, récompensé pour sa contribution à la stabilité au Mali où depuis ce matin, l'armée malienne a attaqué les positions du MNLA au sud de Kidal. Fatigués, le regard perdu, ils ont roulé des heures à bord de plusieurs camions dans la poussière jusqu'à Gao. Il y a quelques jours encore, ces Maliens vivaient et travaillaient à Kidal, capitale de l'Azawad, bastion des rebelles Touaregs. Tous racontent la même histoire, le climat anti-noir qui s'est installé dans cette ville, les représailles contre ceux qui ne soutiennent pas le MNLA. Accusés d'être des espions à la solde de Bamako, ils sont des dizaines à avoir été arrêtés, emmenés au poste et expulsés de Kidal. Ils ont dit non. Ils m'ont dit qu'il faut que je quitte la ville parce que je ne suis pas un habitant de l'Azawad, je suis un Malien.
Quand ils organisent des marches, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas de l'Azawad. On donne des informations à Gao, on dit aux jeunes de Gao de manifester pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est pour ça qu'ils nous ont expulsés. Ils ont dit les Noirs, soit vous êtes pour le MNLA et vous restez, soit vous êtes malien et vous partez au Mali. Ils nous ont emmenés à la prison, on y est resté 3 jours et on n'avait que de l'eau à boire. On prend de l'eau seulement. Le mouvement Touareg le reconnaît, il y a eu des arrestations. 200 personnes suspectées de travailler pour l'armée malienne ont été arrêtées à Kidal, mais les rebelles ne veulent pas entendre parler de chasse aux Noirs. À Anéfis aujourd'hui, des combats ont opposé le MNLA à l'armée malienne qui progresse vers Kidal. L'étau se resserre autour des rebelles Touaregs. La France leur demande de déposer les armes. La Côte d'Ivoire, elle, poursuit les actions en matière de sécurisation. Ce matin, plusieurs obus ont été détruits sur l'ancien site du 3e bataillon, route d'Anyama. Aimé Kouadio. Un trou béant, du sable éparpillé. C'est le résultat d'une explosion de 20 obus, ici sur le site de l'ex-3e bataillon sur la route d'Anyama. Il s'agit en réalité d'une opération de destruction d'obus défectueux et donc très dangereux pour les militaires et même la population. Une opération menée conjointement par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR avec des spécialistes en armement. Nous sommes venus là pour détruire les 20 obus de 60 mm fumigènes. Disons, il n'y a pas de matière active à l'intérieur. On a mis les 20 obus ensemble et on a accompagné ça avec l'explosif et aussi du cordon détonnant. Les obus détruits ont été récupérés auprès des ex-combattants dans le cadre du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants. Nous avons estimé qu'il était bon de procéder immédiatement à la destruction de ces obus de la mort. Nous avons voulu assurer la sécurité des populations, des ex-combattants eux-mêmes en procédant à la destruction de ces obus-là. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR compte multiplier ce genre d'opérations de destruction d'armes et de munitions défectueuses. En bref, la liste des conseils municipaux et régionaux constitués est connue. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, invite les préfets à prendre toutes les dispositions pour convoquer sans délai les conseillers à une première réunion. Objectif, enclencher le processus de mise en place des organes des communes et régions concernées. Certification du diamant ivoirien, un autre pas vient d'être franchi. Le système de traçabilité est fin prêt. En clair, l'on pourra désormais identifier les exploitants et authentifier les reçus d'achat et de vente en la matière. Thomas Guessambi. La levée de l'embargo onusien sur le diamant ivoirien. Un vœu cher aux autorités ivoiriennes que le secrétariat permanent créé à cet effet s'efforce de réaliser. Dans la dynamique, une réunion des membres de l'Association des pays africains producteurs de diamants APDA vient de se tenir à Séguéla, une des zones diamantifères de Côte d'Ivoire. Il s'est agi de lancer le système de traçabilité des diamants, une démarche qui exige l'identification, l'autorisation, l'enregistrement des reçus de vente et d'achat. À l'occasion, Thès Fatimata, secrétaire permanent pour la certification du diamant ivoirien, en présence des délégués de l'APDA, a exhorté les acteurs impliqués dans l'exploitation du diamant à se mettre au travail pour la levée de l'embargo. Cyril Kwasi-Blaise, secrétaire général de la préfecture de Séguéla, lui a demandé aux représentants des différents pays de soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire. Calvin Chidavou, d'Afrique du Sud, assurant la présidence du processus de Kimberley, s'est félicité des actions menées par les autorités ivoiriennes. Il a d'ailleurs promis faire un plaidoyer à la rencontre prochaine organisée par les États-Unis et l'Union européenne. Il est question à présent de l'IBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Cette structure spécialisée dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive vient de présenter son bilan. Hamza Diaby pour le compte-rendu. La bonne gouvernance, un des principes majeurs de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Pour ce faire, un audit des comptes est réalisé chaque fin d'exercice budgétaire.
dans le souci d'informer l'ensemble de ses partenaires. L'association vient de présenter ses résultats annuels au titre de l'année 2012, où elle a offert à travers l'ensemble de ses cliniques et de ses centres partenaires plus de 400 000 services dans 12 domaines programmatiques de la santé sexuelle et de la reproduction. Contribuer donc à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction, voilà le but de l'AIBF. Cela à travers donc plusieurs actions, notamment la riposte contre les IST-VIH-Sida et l'extension de services de qualité sur toute l'étendue du territoire. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, créée depuis 1979, est la première organisation non gouvernementale de Côte d'Ivoire qui traite de la question de santé et des droits en santé sexuelle et de reproduction. Hadj 2013, les inscriptions reprennent demain, jeudi 6 juin. 6 000 pèlerins sur 7 000 attendus se sont fait enregistrer à la date du 31 mai 2013. Suivons les explications de Grace Kando. Depuis le 31 mai, les inscriptions au Hadj 2013 ont pris fin. Sur 7 000 pèlerins attendus, 6 000 ont été préenregistrés. Les consultations médicales et le paiement des droits d'inscription viennent d'être prorogés. L'information est du directeur général par intérim des cultes, Bamba Messamba. Certains avaient terminé les consultations, avaient obtenu leur certificat d'aptitude au Hadj et n'ont pas pu effectuer le paiement. D'autres avaient commencé le processus de consultation et ont pratiquement terminé maintenant. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a bien voulu nous autoriser à rouvrir les inscriptions à partir de demain jeudi dans tous les postes d'inscription et tous les centres de consultation pré-pèlerinage sur toute l'étendue du territoire. Pour l'édition 2013, le commissaire de ce 5e pilier de l'islam, Dr Cissé Lousseni, annonce des innovations. Nous allons rapprocher l'encadreur davantage du pèlerin dans un cadre de synergie, c'est-à-dire les autres encadreurs des autres secteurs accompagneront le responsable de groupe dans chaque vol. C'est-à-dire quand il va avoir un vol de 450 places, il aura au moins 15 à 20 encadreurs. Le coût du Hadj cette année est fixé à 2 millions de francs CFA. Le premier vol départ aura lieu le 16 septembre prochain avec le pré-regroupement des pèlerins à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Une autre date prorogée, celle concernant la notation des fonctionnaires. À la date du 31 mai, seuls 75% des fonctionnaires ont été notés. Alors le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative annonce que la date limite est prorogée au 15 juin, délai de rigueur. Madagascar, le président de la transition André Rajoelina, l'ex-première dame Lalao Ravalomanana et l'ancien chef d'État Didier Ratsirac pourront se présenter à la présidentielle. La Cour électorale spéciale a fini par maintenir le trio contesté. Présidentielle à Madagascar. La Cour électorale a confirmé les 3 candidatures controversées, celle d'Andy Rajoelina, actuel homme fort du pays, celle de Lalao Ravalomanana, l'épouse de l'ancien président en exil, et enfin celle de Didier Ratsirac, ancien président, dont la communauté internationale exige le retrait. Initialement fixées au 24 juillet, les élections pourraient être reportées pour des raisons financières et en l'absence d'un consensus politique. Et puis en Turquie, la contestation demande le renvoi des chefs de la police de plusieurs villes. Il leur est reproché d'avoir fait un usage excessif de la force contre les manifestants. Jour de mobilisation en Turquie pour demander la démission du Premier ministre. La tension reste vive malgré les excuses du gouvernement pour les violences policières des jours précédents. Des milliers de personnes ont encore envahi les rues d'Istanbul et d'Ankara la nuit dernière. Nouveaux affrontements, nouvelles arrestations. Un deuxième syndicat a appelé à la grève mercredi pour soutenir les manifestants qui accusent le Premier ministre de dérive autoritaire et d'islamisation de la Turquie laïque. Et on termine avec les relations entre Bruxelles et la Chine qui s'enveniment. Après la décision de la Commission européenne de taxer le solaire chinois, Pékin réplique et lance une procédure anti-subvention visant les vins de l'Union européenne.
Bruxelles a entamé mardi un bras de fer avec la Chine. La Commission européenne a décidé d'imposer des taxes sur les panneaux solaires chinois. Son espoir, sauver quelques 30 000 emplois en Europe qui souffrent d'une concurrence qu'elle juge déloyale. Mais la mesure est risquée. Pékin a immédiatement répliqué en lançant une enquête sur les vins européens et agite le spectre d'une guerre commerciale. Dans les rangs même de l'Union, cette décision divise. Plusieurs États y sont opposés, dont l'Allemagne qui parle de grave erreur. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, un nouveau journal à 12h30. Vous retrouverez Hamza Diaby.